Un pêcheur solitaire sauve un berger allemand nageant à 100 km de la côte. Cette rencontre inattendue déclenche un voyage émouvant de 6 mois, impliquant une scientifique en danger, une invention révolutionnaire et une corporation sans scrupules. Une histoire de courage, de compassion et de transformation qui changera des vies pour toujours. Préparez-vous à une aventure qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez. Que se passerait-il si une rencontre inattendue au milieu de l'océan pouvait changer non seulement une vie, mais le destin du monde entier? Imaginez la vaste étendue bleue, où ciel et mer se confondent à l'horizon. Et au milieu de ce scénario imposant, un homme solitaire et un animal désespéré se rencontrent, comme si le destin lui-même avait tracé ce moment. Le soleil se levait paresseusement sur les eaux calmes de l'Atlantique. Des rayons dorés étendèrent leurs doigts lumineux sur la surface cristalline, créant un chemin scintillant jusqu'au petit bateau de pêche qui se balançait doucement au rythme des vagues. Antoine, un pêcheur de 40 ans, avec des rides marquées par le soleil et des mains calleuses par le travail acharné, observait l'horizon avec des yeux expérimentés. Ces mêmes yeux qui avaient déjà été témoins de tempêtes dévastatrices et de calmes angoissants, se plissaient maintenant devant quelque chose d'inhabituel. Une petite tache sombre se déplaçait contre le courant, à environ 100 km de la côte. Antoine fronça les sourcils, intrigué. Des années en mer lui avaient appris à reconnaître le mouvement de chaque créature marine. Mais cela était différent. Il ajusta sa casquette usée, protégeant ses yeux du soleil, levant et prit les jumelles. Ce qu'il vit fit accélérer son cœur. Un chien, un grand berger allemand, nageait désespérément, luttant contre l'épuisement et l'immensité bleue qui menaçaient de l'engloutir. « Mon Dieu !» murmura Antoine, laissant tomber les jumelles sur sa poitrine. Il n'y avait pas de temps pour questionner la logique de cette vision surréaliste. Sans hésiter, il tourna le gouvernail et accéléra le moteur de son embarcation modeste. Le bateau fendit les eaux avec urgence, tandis que le pêcheur gardait les yeux fixés sur l'animal, qui semblait perdre la bataille contre l'océan impitoyable. La distance entre eux diminuait, mais le temps semblait s'étirer. Antoine pouvait voir maintenant les mouvements de plus en plus faibles du chien, ses pattes battant l'eau avec un désespoir décroissant. « Tiens bon, mon vieux », murmura-t-il, comme si ces mots pouvaient traverser la distance et donner de la force à l'animal. Le soleil était déjà haut quand il atteignit enfin le point où le berger allemand luttait pour sa vie. Avec les mouvements précis de qui connaît la mer comme sa poche, Antoine manœuvra le bateau et se positionna sur le côté. Se penchant dangereusement par-dessus le bord, il tendit ses bras forts vers l'animal. « Viens, mon gars, viens !» Sa voix rauque résonna sur les eaux. Le chien, comme s'il comprenait que c'était sa dernière chance, rassembla ses forces pour nager jusqu'au bateau. Ses pattes touchèrent la coque, glissant sur la surface mouillée. Antoine se pencha encore plus, ignorant le danger de tomber. Ses doigts atteignirent finalement la fourrure trempée de l'animal, et dans un effort qui fit protester ses muscles, il tira le berger allemand à l'intérieur du bateau. Le chien s'effondra sur le pont, sa poitrine montant et descendant rapidement, la langue pendant hors de sa gueule dans un épuisement absolu. Antoine observa l'animal avec stupeur et compassion. Comment un chien s'était-il retrouvé au milieu de l'océan, à une distance impossible de la côte? Il n'y avait pas d'embarcation proche, aucun débris visible. C'était comme si l'animal avait surgi de la mer elle-même. C'est alors qu'Antoine remarqua quelque chose d'étrange. Un collier sophistiqué, différent de tout ce qu'il avait déjà vu, entourait le cou du berger allemand. Ce n'était pas une simple bande de cuir ou de nylon, mais un dispositif qui semblait contenir des composants électroniques, de minuscules lumières qui clignotaient faiblement sous la fourrure mouillée. « Qu'est-ce que c'est, mon ami? Qui t'a mis ici ?» murmura-t-il, s'agenouillant à côté de l'animal. Le chien leva sa tête fatiguée, ses yeux intelligents rencontrant ceux d'Antoine. Il y avait quelque chose dans ce regard, un mélange de gratitude et d'urgence qui fit courir un frisson le long de l'échine du pêcheur. À ce moment-là, sans le savoir, Antoine prenait une décision qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Au lieu de retourner immédiatement au port comme prévu, il tourna le bateau vers une petite crique isolée qu'il connaissait bien. Quelque chose lui disait que le mystère de ce chien
devait être gardé loin des regards curieux. Lassay. Crick apparut après quelques heures, embrassé par d'imposantes falaises qui la cachaient du monde. Antoine ancra le bateau et regarda le berger allemand, qui s'était un peu remis, bien que montrant toujours des signes clairs d'épuisement. « Allons, mon ami, allons découvrir ton histoire. » Le pêcheur emmena le chien dans sa cabane rustique, cachée parmi les pins au bord de la mer. C'était un endroit simple, mais accueillant, reflet de l'homme qui l'habitait. Des meubles en bois usés, des filets de pêche suspendus au mur, de vieilles photos dans des cadres improvisés. L'odeur de marée et de café imprégnait l'air. Après avoir séché l'animal avec des serviettes rêches, Antoine examina le collier mystérieux plus en détail. Il n'y avait pas d'identification traditionnelle, juste cet étrange dispositif, avec de petites lumières qui clignotaient maintenant plus intensément. Le pêcheur hésita, se débattant entre retirer l'artefact ou le laisser intact. Quelque chose lui disait que ce collier était plus qu'il n'y paraissait. Les jours passèrent. Le berger allemand, qu'Antoine commença à appeler marin, retrouva ses forces, mais maintenait une vigilance constante, surtout au crépuscule. Assis à la porte de la cabane, l'animal fixait l'horizon, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. 2 semaines après le sauvetage, la routine qu'ils avaient établie fut brisée par le son strident du seul téléphone de la cabane. Antoine, surpris, peu de gens avaient ce numéro, répondit avec prudence. La voix de l'autre côté était féminine, tremblante et basse, comme si elle craignait d'être entendue. « Vous avez trouvé mon chien. » Ce n'était pas une question. Dans l'océan, Antoine sentit son sang se glacer dans les veines. « Comment le savez-vous? Qui êtes-vous? » « Mon nom est Hélène, et si vous vous souciez vraiment de l'animal et de l'humanité, ne parlez de lui à personne. » Il y eut une pause chargée de tension. « Ils me poursuivent. S'ils trouvent Kaiser, ils me trouveront aussi. Et je ne peux pas les laisser prendre ce que j'ai développé. » Le pêcheur regarda le chien. Kaiser, pas marin, qui était maintenant assis droit, les oreilles alertes, comme s'il pouvait entendre et comprendre la conversation. « Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que Kaiser n'est pas un chien? Ordinaire. Et le collier qu'il porte garde quelque chose qui peut sauver des millions de vies. » La voix d'Hélène trembla. « Ou les détruire si cela tombe entre de mauvaises mains. » Un lourd silence s'installa entre eux. Antoine sentit le poids de la décision qu'il devait prendre. D'un côté, ses instincts de survie lui criaient de se tenir à l'écart de cette histoire, de remettre le chien aux autorités, de retourner à sa vie simple. De l'autre, quelque chose dans la voix de cette femme inconnue, quelque chose dans la dignité et l'intelligence de l'animal qu'il avait sauvé, l'incitait à aider. « Où êtes-vous » demanda-t-il finalement, sa voix plus rauque que la normale. « Je ne peux pas le dire par téléphone, mais Kaiser peut me trouver si vous le laissez faire. » Il y eut une autre pause. « S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. » L'appel fut brusquement interrompu, laissant Antoine avec le téléphone à la main et 1000 questions en tête. Il regarda Kaiser, qui maintenant le fixait avec une intensité perturbante. « Qu'en penses-tu, mon ami? Dois-je lui faire confiance ?» En réponse, le chien marcha jusqu'à la porte, regarda en arrière et aboya une fois comme pour dire « Allons-y ». La décision était prise. Antoine prit un sac à dos, le remplit de provisions de base, d'un couteau de pêche, d'une petite haillon. Trousse de premier secours. Il ferma la cabane à clé et marcha vers sa vieille camionnette, avec Kaiser à ses côtés. Le soleil se couchait à l'horizon, teignant le ciel de rouge sang. Un présage, peut-être. Ils roulèrent pendant des heures en silence, Antoine suivant son instinct et les indications subtiles de Kaiser, qui devenait agité à certaines bifurcations, indiquant le chemin à suivre. La route sinueuse les éloigna de la côte, s'enfonçant dans une région montagneuse et boisée, où les maisons devenaient de plus en plus rares. La nuit était déjà bien avancée quand Kaiser commença à aboyer avec urgence. Antoine ralentit, s'engageant sur un chemin de terre presque imperceptible entre les arbres denses. Les phares de la camionnette n'éclairaient que quelques mètres devant, créant des ombres fantomatiques entre les troncs tordus. Le cœur du pêcheur lui martelait la poitrine. Après quelques minutes de plus, Kaiser commença à grogner, les poils de sa nuque hérissés.
Antoine arrêta immédiatement le véhicule, éteignant le moteur et les phares. Le silence de la forêt les enveloppa, brisé seulement par le son lointain de voix masculines et des faisceaux de lampes de poche coupant l'obscurité. Cherché dans toute la zone. La docteure n'a pas pu aller loin. Antoine sentit un frisson. Silencieusement, il fit signe à Kaiser de rester dans le véhicule et sortit, se déplaçant comme une ombre entre les arbres. Des années de chasse et de pêche lui avaient appris à se déplacer sans faire de bruit, à lire le terrain comme un livre ouvert. Il s'approcha prudemment de l'endroit éclairé. Des hommes en noir, avec un équipement militaire et des armes d'aspect létal, fouillaient systématiquement la zone. Au centre de la clairière, une petite cabane de recherche montrait des signes d'invasion violente. La porte enfoncée, des fenêtres brisées, de l'équipement éparpillé sur le sol. Le pêcheur recula, sachant qu'il devait partir immédiatement, mais en se retournant, son pied cassa une branche sèche. Le craquement, amplifié par le silence de la forêt, fut comme un coup de feu. « Il y a quelqu'un là !»« Vite !» Antoine courut, zigzagant entre les arbres, entendant le bruit de la poursuite. Derrière lui, des faisceaux de lumière coupaient l'obscurité. Des voix criaient des ordres. Il courait comme jamais il n'avait couru, les poumons brûlants, les muscles protestants. En arrivant près de la camionnette, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter brusquement. Une silhouette mince, recroquevillée contre un arbre, tremblant, visiblement. Une femme. Sans réfléchir à deux fois, Antoine s'approcha. Hélène. La silhouette sursauta, prête à fuir, mais alors Kaiser surgit des ombres, se déplaçant silencieusement jusqu'à elle. L'animal toucha son museau à sa main, et la femme sembla se détendre minimalement. « Vous êtes l'homme qui a sauvé Kaiser ?» murmura-t-elle, les yeux écarquillés de peur et d'espoir. Antoine acquiesça rapidement. « Nous devons partir, d'ici maintenant. » Il tendit la main, un geste simple mais chargé d'implication. Il offrait bien plus qu'une aide immédiate. Il s'engageait dans quelque chose dont la portée qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Hélène hésita une seule seconde avant d'accepter la main tendue. Ses doigts étaient glacés et tremblants. « Ma recherche. Ils ont tout détruit. »« Pas tout, » répondit Antoine, désignant Kaiser. « Vous avez dit que le collier... » Un faisceau de lumière coupa l'obscurité près d'eux. « Là, attrapez-les. » Il n'y avait plus de temps pour parler. Antoine tira Hélène vers la camionnette, Kaiser sautant agilement sur le siège arrière. Le moteur rugit à la vie et les pneus dérapèrent sur la terre meuble tandis qu'il accélérait sur la route improvisée, les lumières éteintes, guidant seulement par la faible lueur de la lune qui filtrait entre les arbres. Derrière eux, des bruits de véhicules démarrant et des ordres criés. La chasse avait commencé. La camionnette cahotait violemment sur la route irrégulière, mais Antoine gardait le contrôle avec l'habileté de celui qui connaît chaque centimètre de son véhicule. Hélène s'accrochait au tableau de bord, les jointures blanches de tension. Kaiser, sur le siège arrière, restait en alerte, les oreilles dressées, le museau pointé vers la fenêtre arrière. « Qui sont-ils » demanda Antoine sans détourner les yeux de la route sombre. « Aquatech Corporation » répondit Hélène, sa voix presque inaudible sous le rugissement du moteur. « Ils ont découvert ma recherche. Ils veulent la voler, la monopoliser. » Elle déglutit difficilement. « C'est une technologie de purification d'eau, révolutionnaire. Elle pourrait fournir de l'eau potable aux régions sans accès, nettoyer les océans contaminés. » Ses yeux brillèrent d'une passion momentanée, rapidement remplacée par la peur. Entre leurs mains, ce ne serait qu'une autre forme de contrôle. Antoine traita l'information tout en manœuvrant le véhicule dans un virage serré. Des lumières apparurent dans le rétroviseur, les poursuivants gagnant du terrain. Il devait penser vite. Le collier de Kaiser, qu'est-ce qu'il contient? L'algorithme, la formule chimique, tout. Hélène caressa la tête du chien qui s'était approché, sentant son malaise. J'ai implanté une puce dans le collier, camouflée parmi les composants GPS. Il ne penserait jamais à chercher. Là! Antoine acquiesça, un plan se formant dans son esprit. Je connais un endroit, un refuge, mais nous devons d'abord semer ces hommes. D'une manœuvre brusque, il tourna le véhicule sur un chemin latéral presque invisible, s'enfonçant encore plus dans la forêt dense. La camionnette avançait maintenant lentement,
les branches éraflant les côtés, le toit, créant un son effrayant comme des ongles sur un tableau noir. « Baissez-vous » ordonna-t-il, lorsque les lumières de leurs poursuivants éclairèrent brièvement la zone qu'ils venèrent de quitter. Des hommes criaient, confus par leur disparition soudaine. Pendant près d'1 heure, Antoine navigua à travers la forêt par des sentiers minimes, créant parfois son propre chemin, faisant confiance à son instinct et à la résistance de sa vieille camionnette. Finalement, lorsqu'il fut certain d'avoir semé les poursuivants, il reprit la route principale, mais dans la direction opposée à la côte. « Où allons-nous » demanda Hélène, épuisée mais alerte. « Vers un endroit que peu de gens connaissent » répondit Antoine. « Un ami, un vieux pêcheur comme moi, a une cabane dans les montagnes. Nous l'utilisons pour les saisons de chasse, mais personne n'y est allé depuis des années. Nous serons en sécurité pour l'instant. » Le jour se levait déjà lorsqu'ils arrivèrent enfin sur place. Une cabane rustique, presque cachée parmi des pins centenaires, au bord d'un petit lac cristallin. L'air était propre et froid, si différent de l'odeur de marée à laquelle Antoine était habitué. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans cet isolement. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffira », dit-il, aidant Hélène à sortir du véhicule. Elle semblait sur le point de s'effondrer d'épuisement, mais ses yeux examinaient les environs avec la prudence d'un animal acculé. « Merci, dit-elle simplement. Vous avez risqué votre vie pour moi, pour nous. » Elle regarda Kaiser, qui explorait déjà le périmètre de la cabane, reniflant chaque recoin, établissant son territoire. Antoine haussa les épaules, soudain mal à l'aise avec la gratitude. « J'ai fait ce que n'importe qui ferait. »« Non, » répondit-elle, soutenant son regard. « Pas n'importe qui. » Les jours se transformèrent en semaines. La cabane, initialement juste une cachette, devint un foyer temporaire. Antoine faisait des voyages occasionnels à la petite ville la plus proche pour s'approvisionner, toujours prudent de ne pas établir de schéma qui pourrait être tracé. Hélène, utilisant le peu d'équipement qu'elle avait réussi à sauver et des matériaux improvisés fournis par Antoine, travaillait sans relâche pour reconstruire des aspects cruciaux de sa recherche. La routine qu'ils avaient établie avait une domesticité inattendue. Antoine, habitué à la solitude, se surprenait du confort qu'il trouvait dans la présence d'Hélène et de Kaiser. Les soirées étaient remplies de conversations à la lueur des bougies, Hélène expliquant sa recherche en des termes qu'il pouvait comprendre. Antoine partageant des histoires de la mer, de tempêtes affrontées, de moments de beauté indescriptibles, entre ciel et océan. « La technologie que j'ai développée », expliqua Hélène lors d'une de ces nuits, ses doigts travaillant délicatement sur les composants du collier de Kaiser qui dormait paisiblement à ses côtés. Utilise des nanoparticules, biodégradables qui attirent et neutralisent des polluants spécifiques. Mais la véritable avancée réside dans l'algorithme qui programme ces particules pour s'adapter à différents types de contaminants. Antoine observait ses mains habiles, fasciné non seulement par le travail délicat, mais par la passion qui émanait d'elle lorsqu'elle parlait de sa création. Et ça pourrait nettoyer des océans entiers? À terme, oui. En commençant par des zones critiques, en s'étendant progressivement. Ses yeux brillèrent dans le reflet de la flamme. Imaginez des mers à nouveau propres, une vie marine, florissante, des communautés côtières avec de l'eau potable abondante. Le pêcheur sentit un serrement dans la poitrine. Il avait passé toute sa vie en mer, avait été témoin de sa dégradation progressive, avait vu des poissons disparaître, des eaux claires devenir troubles. La possibilité qu'Hélène présentait semblait presque un rêve. Pourquoi Aquatech? Désire-t-elle tant cela? Ne serait-ce pas bon pour eux aussi un monde avec de l'eau propre? Hélène sourit tristement. Ils ne veulent pas d'un monde avec de l'eau propre. Ils veulent un monde où ils contrôlent l'accès à l'eau propre. Elle posa ses outils. Ma technologie est relativement simple à reproduire avec l'équipement adéquat. Elle pourrait être mise en œuvre localement, par des communautés indépendantes. Cela mettrait fin à leur modèle économique. Antoine acquiesça lentement, comprenant. Dans son monde simple de pêcheur, il avait appris depuis longtemps que les plus puissants agissaient rarement pour le bien commun. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda-t-il, réalisant qu'ils étaient dans une impasse. Ils ne pouvaient pas rester cachés pour toujours, mais affronter une corporation puissante semblait impossible. Hélène le regarda longuement,
la gratitude dans ses yeux mêlée à quelque chose de plus profond. Nous devons trouver des alliés, des gens qui peuvent nous aider à protéger la recherche et à la diffuser largement, avant qu'Aquatech ne puisse la supprimer. J'ai quelques amis, offrit Antoine. Des gens fiables, des pêcheurs principalement. Ce ne sont pas des scientifiques, mais ils connaissent l'importance de l'eau propre mieux que quiconque. C'est ainsi que, le lendemain matin, Antoine passa une série d'appels prudents en utilisant un téléphone prépayé. D'anciens compagnons de pêche, un neveu qui travaillait dans une université locale, le fils d'un ami qui était devenu journaliste d'investigation. Des graines furent plantées, un réseau commença à se former. Mais Aquatech non plus n'était pas inactive. 2 semaines plus tard, lors d'un de ses voyages en ville, Antoine remarqua une voiture inconnue garée près du marché où il achetait toujours ses provisions. Des hommes aux lunettes noires, à l'apparence urbaine décalée dans cet environnement rural, observaient discrètement les mouvements des habitants. Le pêcheur fit semblant de ne pas remarquer, compléta ses achats avec un calme étudié, mais son cœur lui martelait la poitrine. Ils approchaient. Le piège se refermait. En retournant à la cabane, il trouva Hélène travaillant intensément sur un petit émetteur improvisé. Kaiser, assis à ses côtés, leva la tête quand Antoine entra, ses yeux intelligents détectant immédiatement « attention chez l'homme ». « Ils sont en ville », dit-il sans préambule, posant les sacs sur la table rustique. « Je ne sais pas comment, mais ils traquent la zone. » Hélène pâlit, mais ses mains restèrent fermes. « J'ai terminé l'émetteur. Nous pouvons envoyer les données de la recherche à mes contacts dans la communauté scientifique internationale. » Elle hésita. « Mais nous avons besoin d'une connexion plus forte et je ne peux l'obtenir que en ville, » compléta Antoine, comprenant l'ironie cruelle de la situation. Pour échapper au piège, ils devraient marcher directement dedans. Cette nuit-là, ils élaborèrent un plan risqué. Antoine retournerait seul en ville, emportant l'émetteur. Il utiliserait la connexion Internet de la bibliothèque locale pour envoyer les données, tandis qu'Hélène et Kaiser resteraient dans la sécurité relative de la cabane. S'ils ne revenaient pas dans 6 heures, elle devrait se rendre à un point de rencontre secondaire où l'un des pêcheurs amis d'Antoine l'attendrait avec un bateau. L'adieu fut silencieux, chargé de mots non dits. Hélène tint la main calleuse d'Antoine entre les siennes, ses yeux transmettant tout ce que sa voix ne pouvait exprimer. Kaiser, sentant l'importance du moment, pressa son corps contre la jambe du pêcheur, un geste de loyauté et de confiance. « Je reviendrai », promit Antoine. Sa voix plus rauque que la normale, restait attentive. Au moindre signe de danger. « Je sais », répondit-elle. « Soyez prudent. » Le voyage vers la ville ne sembla jamais aussi long. Chaque virage sur le chemin de terre, chaque ombre entre les arbres, semblait cacher des menaces. Antoine gardait les yeux attentifs, déviant vers des sentiers secondaires au moindre signe d'un autre véhicule. La petite ville était calme sous le ciel étoilé lorsqu'il arriva finalement. Il gara la camionnette à quelques pâtés de maison, de la bibliothèque, préférant faire le trajet à pied, se mêlant aux rares personnes qui circulaient encore dans les rues. La bibliothèque était presque vide. Une vieille dame à la réception, 2 adolescents étudiant à une table distante. Antoine choisit un ordinateur dans le coin le plus éloigné, protégé par de hautes étagères, et connecta discrètement l'émetteur. Ses mains, si habiles, à manier les filets de pêche, semblaient maladroites sur les touches de l'ordinateur. Il suivit les instructions qu'Hélène avait écrites, vérifiant 2 fois chaque étape. La progression de la transmission avançait lentement sur l'écran. 15%, 27%, 38%. Chaque nombre semblait prendre une éternité à changer. Antoine gardait les yeux alternant entre l'écran et l'entrée de la bibliothèque, tendue comme une corde de violon. C'est quand la barre atteignit 64% qu'il les vit. 2 hommes entrant casuellement, les mêmes qu'il avait remarqués plus tôt près du marché. Ils parlèrent brièvement à la réceptionniste, qui pointa en direction de la zone des ordinateurs. Antoine sentit son sang se glacer. Rapidement, il déconnecta l'émetteur, le cachant dans la poche intérieure de sa veste. La barre de progression se figea à l'écran. Ce n'était pas suffisant. Il le savait, mais il n'avait pas le choix. Il se leva, marchant vers une autre section de la bibliothèque, feignant l'intérêt pour des livres de pêche, son territoire sûr. Du coin de l'œil,
Il vit les hommes s'approcher de l'ordinateur qu'il venait de quitter. L'un d'eux utilisa un petit appareil, le passant sur le clavier et la table. L'autre parlait discrètement dans un communicateur de poignet. Antoine devait partir, mais la seule sortie était la principale, et les hommes l'intercepteraient certainement. C'est alors qu'il remarqua une fenêtre à l'arrière, près de la section des ouvrages rares. Sans autre option, il se déplaça naturellement dans cette direction. « Monsieur » appela une voix ferme derrière lui. « Pourriez-vous nous accompagner ?»« S'il vous plaît ?» Antoine ne se retourna pas. Dans un mouvement fluide, il poussa une haute étagère qui tomba avec un fracas assourdissant, bloquant temporairement le passage. Profitant de la confusion, il courut vers la fenêtre, la força à s'ouvrir et se lança dans la nuit. La chute fut plus haute qu'il ne l'avait calculée, en voyant une douleur aiguë dans sa cheville lorsqu'il toucha le sol. Mais il n'y avait pas de temps pour la douleur. Boitant légèrement, il courut dans les ruelles sombres de la ville, entendant des cris et des pas pressés derrière lui. Son avantage était de connaître chaque ruelle, chaque passage de cet endroit où il avait grandi. Il se déplaça comme une ombre entre les bâtiments, les cours et les clôtures, désorientant ses poursuivants. Finalement, il arriva à un petit quai où des bateaux de pêche se balançaient doucement sur les eaux sombres. Antoine savait qu'il ne pourrait pas retourner à la cabane. Il ne ferait qu'apporter le danger à Hélène et Kaiser. Il lui fallait notre plan, rapidement. Avec une détermination renouvelée, il détacha un petit bateau de pêche. Le vieux moteur protesta brièvement avant de prendre vie. Antoine dirigea l'embarcation vers le large du lac, accélérant au maximum, sachant qu'il devait prendre de la distance rapidement. Les lumières de la ville diminuaient derrière lui lorsqu'il vit les phares de voitures converger vers le quai. De petits points lumineux dans l'obscurité. Il savait qu'ils auraient des embarcations plus rapides, mais il comptait sur son avantage initial et sa connaissance intime des eaux traîtresses du lac. Pendant des heures, Antoine navigua dans un jeu mortel du chat et de la souris. Il utilisait de petites criques, des îlots et des zones de végétation dense pour se cacher, tandis que les bateaux d'Aquatech balayaient méthodiquement le lac avec de puissants projecteurs. L'aube avançait déjà quand il réussit finalement à atteindre l'autre côté du lac, où un étroit ruisseau menait à une rivière plus large. Il abandonna le bateau, continuant à pied le long de la rive, mouillé et épuisé, mais déterminé. Il y avait un téléphone public solitaire à l'entrée d'un petit village de pêcheurs. Antoine utilisa ses dernières pièces pour passer. Un appel crucial. « Joachim, c'est moi. J'ai besoin que tu ailles chercher Hélène et Kaiser maintenant. Ils sont à la cabane. Amène-les au point B, pas au A. Tu as compris? Le B. » Il fit une pause, écoutant la réponse. « Oui, je vais bien. Non, je n'ai pas pu terminer la transmission. Environ 60% seulement. » Une autre pause. « Merci, mon vieux. On se voit là-bas. » Il raccrocha, regardant le ciel qui commençait à s'éclaircir. Il y avait une longue marche devant lui, mais au moins Hélène et Kaiser seraient en sécurité. Pour l'instant. Le point B était une ancienne gare abandonnée, transformée en abri improvisé par un groupe de pêcheurs qui l'utilisaient pendant les longues saisons de pêche. Située à plusieurs kilomètres de la ville, elle n'était accessible que par une route secondaire en très mauvais état ou par la rivière, en utilisant de petites embarcations pouvant naviguer dans des eaux peu profondes. Antoine arriva au crépuscule du jour suivant, épuisé, affamé, mais soulagé de voir la camionnette de Joachim garée derrière le bâtiment délabré. Kaiser fut le premier à le sentir, courant à sa rencontre avec des aboiements de joie qui résonnèrent contre les murs écaillés de la gare. Hélène apparut à la porte, son visage transformé par le soulagement de le voir. Sans hésiter, elle courut vers lui, l'étreignant avec une force surprenante pour quelqu'un de structure si délicate. « Je croyais qu'il t'avait attrapé », murmura-t-elle contre son épaule. Antoine lui rendit son étreinte, sentant quelque chose s'éveiller dans sa poitrine, une émotion pour laquelle il n'avait pas de nom, ou peut-être en avait-il un, mais était trop têtu pour le reconnaître. « Il faut plus que quelques hommes d'affaires en costume pour arrêter un vieux pêcheur », répondit-il avec un sourire fatigué. Joachim, un homme robuste à la barbe grisonnante et aux yeux perpétuellement plissés contre le reflet du soleil, sur l'eau observait la scène avec un sourire astucieux.
Les tourtereaux peuvent continuer les retrouvailles à l'intérieur. Nous avons beaucoup à discuter. L'ancienne salle d'attente de la gare avait été transformée en une sorte de centre d'opérations improvisées, des cartes sur les murs, une radio amateur, quelques armes de chasse soigneusement disposées sur une table rustique. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat, expliqua Joachim, tandis qu'Antoine dévorait un ragoût de poisson préparé par l'une des épouses des pêcheurs. Votre message est parvenu à des personnes importantes, même incomplets. Hélène, assise à côté d'Antoine, son épaule touchant légèrement la sienne, acquiesça. Mes collègues de l'université ont pu comprendre la base de la technologie avec les données partielles. Ils travaillent à recréer le reste. Mais Aquatech a aussi intensifié la recherche. Continua Joachim, son visage s'assombrissant. Ils sont partout. Ils ont offert des récompenses, soudoyé des autorités locales. Nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Antoine termina son repas. Pensif. Que suggérez-vous? La mer, répondit le vieux pêcheur sans hésitation. C'est notre territoire, pas le leur. J'ai un bateau plus grand caché sur la côte, approvisionné et prêt. Nous pouvons naviguer vers le sud, jusqu'à la réserve marine internationale. Là, la docteure pourra présenter sa recherche directement aux biologistes marins de la station scientifique internationale. Hélène considéra la suggestion. Combien de temps de voyage? 3 jours, si le temps aide. Plus, si nous devons dévier des routes commerciales pour éviter la détection. Ce fut Kaiser qui décida pour eux. Le berger allemand, qui était resté tranquille pendant toute la conversation, devint soudain alerte, les oreilles dressées, un grognement sourd se formant dans sa gorge. Quelques secondes plus tard, le bruit lointain de moteurs parvint aux oreilles humaines. Des hélicoptères, murmura Joachim se dirigeant rapidement vers la fenêtre. Il écarta légèrement le rideau improvisé, regardant le ciel. 2 d'entre eux, avec un équipement de recherche thermique, je parie. Ils n'eurent pas besoin de plus de mots. En quelques minutes, ils rassemblèrent l'essentiel. Eau, nourriture non périssable, l'émetteur, la recherche d'Hélène. Joachim ouvrit la voie par un tunnel souterrain que les anciens cheminots avaient construit, émergeant à près d'1 kilomètre de distance, près de la rivière. 3 petites embarcations les attendaient, chacune avec des pêcheurs au visage déterminé. La communauté riveraine s'était unie autour de cette cause, y voyant un espoir pour la préservation de leur mode de vie de plus en plus menacé par la pollution et la cupidité des entreprises. Antoine, Hélène et Kaiser embarquèrent dans le canot central, avec Joachim aux commandes. Les autres serviraient de distraction, partant dans différentes directions pour confondre d'éventuels poursuivants. « Bonne chance », souhaita l'un des pêcheurs, sa voix rauque d'émotion. « Faites fonctionner cette technologie, docteur. Nos petits-enfants méritent des mers propres. » Hélène acquiesça solennellement, la responsabilité pesant sur ses épaules délicates mais fermes. « Cela fonctionnera, je le promets. » Les bateaux partirent simultanément, chacun disparaissant rapidement dans l'obscurité croissante du crépuscule. Le chemin sur la rivière était traître, plein de rapides et de passages peu profonds. Mais Joachim navigua avec la confiance de celui qui connaissait chaque pierre, chaque virage. Le bruit des hélicoptères diminua progressivement à mesure qu'ils s'éloignaient, mais personne ne se détendit. La nuit serait longue, et le voyage jusqu'à la mer dangereux. Antoine observait Hélène, qui caressait distraitement la tête de Kaiser, ses yeux perdus dans l'obscurité environnante. « Ça va aller », dit-il doucement, juste pour qu'elle l'entende. Elle le regarda, la détermination dans son regard mêlée à quelque chose de plus doux, de plus personnel. « Grâce à vous. » Elle hésita, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Quand tout cela sera terminé, l'interrompit-il doucement, nous aurons le temps de parler de toutes les possibilités. » Une légère rougeur colora les joues d'Hélène, visible même dans la pénombre. Elle acquiesça, un petit sourire courbant ses lèvres. Le voyage sur la rivière dura toute la nuit. Un voyage tendu à travers l'obscurité, guidé seulement par la faible lumière de la lune et l'expérience de Joachim. Lorsque le premier rayon de soleil toucha l'horizon, le bateau émergea finalement dans la vaste étendue bleue de l'océan. Antoine respira profondément,
sentant l'air salé gonfler ses poumons. La mer, son vieil ami et confident, s'étendait imposante devant eux, offrant à la fois la libération et de nouveaux dangers. « Vers le sud », ordonna Joachim, ajustant le moteur plus grand qu'ils avaient regardé éteint pendant la navigation. Sur la rivière, la station scientifique est à environ 290 km d'ici. Le bateau fendait les vagues avec détermination, laissant un sillage blanc d'écume. Hélène et Antoine se relayaient aux instruments de navigation, tandis que Kaiser restait vigilant à la proue, comme une sentinelle imperturbable. La matinée se déroula sans incident, mais le milieu de l'après-midi apporta la première complication. À l'horizon, la silhouette incomparable d'un navire de patrouille côtière. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura Joachim, réduisant la vitesse. « Aquatech a de l'influence sur les autorités locales. » Hélène se mordit la lèvre, inquiète. « Pouvons-nous dévier ? Pas sans nous approcher dangereusement du littoral, où il y aura certainement plus de surveillance. » Joachim étudia la carte marine, son visage pensif. « Il y a un banc de brouillard qui se forme à l'est. Si nous parvenons à l'atteindre… » Antoine avait déjà ajusté le cap avant même que son ami n'ait fini sa phrase. Le bateau s'inclina légèrement, changeant de direction. Une heure tendue s'ensuivit, tous observant anxieusement le navire de patrouille, qui semblait maintenir un cap parallèle au leur. Finalement, le brouillard apparut devant eux, un mur fantomatique de blanc flottant sur le bleu profond. Joachim réduisit le moteur pour éviter le bruit excessif, et ils plongèrent dans l'opacité réconfortante. « Gardez les yeux et les oreilles ouverts », murmura-t-il, inutilement. La visibilité était presque nulle, faisant de la navigation un exercice de foi et d'instinct. Ce fut Kaiser qui donna le premier avertissement. Le berger allemand, qui était resté dans un silence absolu depuis qu'ils étaient entrés dans le brouillard, devint soudain rigide, un grognement sourd vibrant dans sa gorge. Quelques secondes plus tard, le bruit étouffé d'un moteur puissant parvint aux oreilles humaines. « Ils sont dans le brouillard », murmura Antoine, éteignant immédiatement le moteur. Le bateau continua de glisser par inertie, silencieux comme un fantôme. Le bruit de l'autre bateau s'intensifia, s'approchant dangereusement. Tous se figèrent, osant à peine respirer. Hélène saisit instinctivement la main d'Antoine, ses doigts glacés de peur. Il lui rendit l'étreinte, transmettant une confiance qu'il ne ressentait pas complètement. Le bateau de patrouille passa si près qu'ils purent entendre des voix étouffées, des ordres étant donnés. Le brouillard, leur salut, semblait maintenant un piège, cachant à la fois le chasseur et la proie. Quand les bruits s'éloignèrent finalement, Joachim attendit 10 minutes de plus avant de redémarrer le moteur, le maintenant à la vitesse minimale. « Nous allons rester à la lisière du brouillard », décida-t-il. « Visibilité suffisante pour naviguer, couverture suffisante pour nous cacher. » La stratégie fonctionna pour le reste de la journée, mais quand la nuit tomba, une nouvelle menace surgit, une tempête se formait rapidement au sud, exactement dans la direction où ils devaient aller. « Pouvons-nous la contourner ?» demanda Hélène, observant avec appréhension les éclairs lointains qui illuminaient occasionnellement l'horizon sombre. Joachim secoua la tête, pas sans un détour significatif qui retarderait notre arrivée d'au moins 2 jours. Et nous n'avons pas assez de carburant pour cela. Antoine étudia le radar météorologique improvisé qu'ils avaient apporté. La tempête ne semble pas si intense dans le centre-ouest. Si nous naviguons directement là-bas, nous n'affronterons que la lisière. Ce sera tout de même dangereux, avertit Joachim. Hélène regarda les 2 hommes, puis Kaiser qui restait stoïquement à ses côtés, imperturbable face à la perspective d'une nouvelle épreuve. « Nous avons déjà affronté de plus grands dangers pour arriver jusqu'ici », dit-elle avec détermination. « Continuons. » La décision fut unanime. Le bateau ajusta le cap, se dirigeant maintenant vers la tempête qui grandissait à chaque minute. Les contours éclairés occasionnellement par des éclairs de plus en plus fréquents. La mer, auparavant relativement calme, commença à s'agiter, de petites vagues se transformant progressivement en crêtes écumantes qui ballottaient l'embarcation. « Attachez tout ce qui est lâche », instruisit Joachim, tout en vérifiant les gilets de sauvetage. « Et vous deux », désignant Antoine et Hélène, « attachez-vous au bateau, Kaiser aussi. » Ils firent comme ordonné,
sécurisant l'équipement, la recherche et finalement eux-mêmes, utilisant des cordes marines pour créer des connexions sûres avec la structure principale du bateau. Hélène ajusta soigneusement une petite chaise improvisée pour Kaiser, s'assurant que l'animal puisse rester en sécurité sans restreindre complètement ses mouvements. Quand ils entrèrent finalement dans la tempête, ce fut comme si le monde entier était devenu fou autour d'eux. D'énormes vagues soulevaient le bateau pour le laisser retomber violemment dans le creux suivant. Une pluie horizontale fouettait leur visage avec la force d'aiguilles. Des éclairs déchirèrent le ciel en motifs chaotiques, suivis par des coups de tonnerre assourdissants qui semblèrent faire vibrer l'air lui-même. Joachim et Antoine se relayaient au gouvernail, luttant pour maintenir le bateau sur la route, chacun offrant du repos à l'autre lorsque les bras menaçaient de céder à l'épuisement. Hélène, bien que clairement terrifiée, restait occupée à vérifier constamment les amarres, le niveau d'eau dans la coque, offrant de l'eau et des mots d'encouragement aux hommes. Kaiser, étonnamment, semblait le plus calme de tous. Le berger allemand, mouillé jusqu'aux os mais avec une lueur alerte dans les yeux, restait ferme à son poste, comme s'il comprenait l'importance cruciale de sa présence, de la recherche qu'il portait avec lui. La tempête persista pendant la majeure partie de la nuit, une bataille interminable contre les forces de la nature. Quand elle commença enfin à s'apaiser, aux premières heures de l'aube, tous étaient épuisés, trempés, endoloris. Mais le bateau avait résisté, et il continuait d'avancer. Antoine, prenant le gouvernail pour que Joachim puisse se reposer brièvement, regarda Hélène qui s'était endormie appuyée contre Kaiser, le bras protecteur sur l'animal. Il sentit une vague de tendresse qui n'avait rien à voir avec la tempête physique qu'ils venèrent d'affronter. À un moment donné de ce voyage improbable, son cœur solitaire s'était ouvert comme un coquillage exposé au soleil, révélant un trésor longtemps caché. Le 3e jour de voyage apporta des cieux plus clairs et des mers plus calmes, mais aussi de nouveaux défis. Le carburant était dangereusement bas, et l'un des moteurs avait été endommagé pendant la tempête, réduisant significativement leur vitesse. « Arriverons-nous » demanda Hélène, étudiant la carte avec Joachim, calculant distance, consommation, vitesse. Le vieux pêcheur se gratta la barbe grisonnante. « De justesse, très juste. » Le soleil était déjà haut quand ils aperçurent finalement la structure distincte de la Station scientifique internationale. Une série de plateformes modulaires interconnectées, flottant dans la zone protégée de la réserve marine internationale. Les drapeaux de divers pays flottaient au vent, symbole de coopération scientifique mondiale. « Nous avons réussi », murmura Hélène, des larmes de soulagement brillant dans ses yeux. « Nous avons vraiment réussi. » Mais la célébration fut prématurée. Lorsqu'ils étaient à environ 2 km de la station, le moteur restant toussa, cala et finalement s'éteignit. Le carburant était épuisé. « Et maintenant ?» demanda Hélène, la panique menaçant de revenir après le bref moment d'espoir. Antoine était déjà en action, abaissant la petite voile auxiliaire que le bateau possédait. Ce ne serait pas suffisant pour les propulser efficacement contre le courant, mais cela pourrait au moins les maintenir en mouvement. « Nous avons aussi des avirons », ajouta Joachim, retirant les longs instruments en bois de leur compartiment. « Ce sera comme au bon vieux temps, avant les moteurs. » Ce fut une approche lente, chaque mètre conquis par un effort brut, les muscles protestant, les mains formant des ampoules qui éclatèrent et saignèrent rapidement. Hélène insista pour aider, se relayant avec les hommes, tandis que Kaiser observait attentivement, comme s'il comprenait l'importance critique de cet effort final. Quand ils arrivèrent finalement assez près pour être vus, Hélène prit les fusées de détresse. 3 feux rouges montèrent au ciel, laissant des traînées de fumée vibrantes contre le bleu. La réponse fut presque immédiate. Une vedette de sauvetage sortit de la station, s'approchant rapidement. Antoine, Joachim et Hélène échangèrent des regards épuisés mais triomphants. La première partie de la mission était accomplie. Ils étaient arrivés à destination. Maintenant, il restait à convaincre la communauté scientifique internationale de l'importance de la recherche d'Hélène et à garantir que la technologie soit partagée mondialement avant qu'Aquatech ne puisse la supprimer. L'accueil à la station fut initialement confus. Des chercheurs de diverses nationalités observaient avec étonnement le groupe improbable. 2 pêcheurs épuisés, une scientifique échevelée,
et un berger allemand, étonnamment digne malgré le voyage ardu. Il fallut un certain temps avant qu'Hélène puisse parler à l'autorité suprême de la station, une océanographe britannique de renommée mondiale, Dr Elizabeth Hartwell. La réunion fut initialement tendue, Hélène présentant rapidement sa recherche et les circonstances extraordinaires qui les avaient amenés là. « Ce que vous décrivez, » dit le docteur Hartwell, ajustant ses lunettes tout en examinant les données sur l'émetteur, semble presque trop fantastique pour être vrai. Une technologie d'une telle ampleur, cela fonctionnera, interrompit Antoine, surprenant tout le monde, y compris lui-même. J'ai vu les prototypes en action, à une échelle plus petite bien sûr, mais il s'arrêta, gêné par sa propre audace. L'océanographe l'étudia un instant, puis reporta son attention sur Hélène. Aquatech a des représentants ici à la station. Un programme de partenariat pour la surveillance de la qualité de l'eau. Elle fit une pause significative. Ils sont arrivés il y a 3 jours, coïncidence. Un silence tendu s'installa dans la salle. Hélène pâlit visiblement. Alors, nous sommes acculés. Pas nécessairement, répondit le docteur Hartwell, un léger sourire se formant sur ses lèvres fines. La vraie science n'appartient pas aux corporations, docteur Dubois. Elle appartient à l'humanité. Elle se leva, décidée. Nous devrons agir. Rapidement. Il y a une conférence mondiale par visioconférence demain, avec des scientifiques et des représentants d'agences environnementales du monde entier. Mais les représentants d'Aquatech, commença Hélène, inquiète, seront occupés par une visite approfondie des installations sous-marines les plus éloignées, conduite par mon assistant le plus méticuleux. Le sourire du docteur Hartwell s'élargit. Il a tendance à s'étendre pendant des heures sur chaque détail technique. Dans les 24 heures suivantes, Hélène travailla sans relâche avec une équipe sélectionnée de scientifiques de la station, préparant la présentation de sa recherche. Antoine et Joachim restèrent à proximité, offrant un soutien moral et pratique, tandis que Kaiser, qui était rapidement devenue la mascotte officieuse de la station, se reposait enfin de son long voyage. Au moment de la visioconférence, la tension était palpable. Hélène, portant maintenant des vêtements propres empruntés et les cheveux arrangés, semblait une autre personne, plus confiante, plus puissante. Mais Antoine pouvait voir le léger tremblement dans ses mains alors qu'elle organisait ses notes. « Vous y arriverez », dit-il doucement, posant sa main sur son épaule. « Vous êtes né pour ce moment. » Elle le regarda avec gratitude, couvrant sa main de la sienne pendant un bref instant. « Merci pour tout. » La conférence commença. L'un après l'autre, des scientifiques et des experts de différentes parties du monde présentèrent leurs recherches sur la crise hydrique mondiale croissante. Des statistiques alarmantes, des graphiques montrant des déclins constants de la qualité de l'eau, des prévisions sombres pour l'avenir proche. Quand ce fut le tour d'Hélène, elle respira profondément et commença à parler. Sa voix, initialement hésitante, gagna en force à mesure qu'elle expliquait sa technologie, son potentiel révolutionnaire, les tests qu'elle avait menés, les nanoparticules biodégradables programmables, l'algorithme adaptatif, la facilité de mise en œuvre locale avec des ressources minimales. Des scientifiques du monde entier posèrent des questions, certaines sceptiques, d'autres enthousiastes. Hélène répondit à toutes avec clarté et honnêteté, admettant les limites, expliquant les défis, proposant des solutions. Antoine observait avec une fierté croissante cette femme extraordinaire qui avait traversé des tempêtes littérales et figuratives pour arriver là, était en train de changer le monde sous ses yeux. La visioconférence touchait à sa fin quand les portes de la salle s'ouvrirent brusquement. Les représentants d'Aquatech entrèrent, suivis par des agents de sécurité de la station qui tentaient de les contenir sans succès. « Cette présentation doit être interrompue immédiatement », déclara l'homme à l'avant, un exécutif en costume impeccable et à l'expression furieuse. La technologie discutée est la propriété intellectuelle d'Aquatech Corporation. Un murmure de confusion se répandit dans la salle et à travers les connexions vidéo. Le docteur Hartwell se leva, indigné. Ceci est une réunion scientifique internationale protégée par des accords de coopération mondiale. Vous n'avez pas l'autorité pour l'interrompre.
Nous avons des documents légaux, insista l'exécutif brandissant un dossier. Des brevets en cours, des contrats. Le docteur Dubois a travaillé pour nous et a violé de multiples accords de confidentialité en pétissant, fuyant avec cette recherche. Antoine vit la panique dans les yeux d'Hélène. Il savait qu'Aquatech avait un pouvoir légal significatif, des avocats renommés, de l'influence sur les politiciens et les autorités. Ce serait sa parole contre toute une armée corporative. C'est alors que Kaiser, jusqu'alors couché paisiblement, dans le coin de la salle, se leva. Le berger allemand marcha avec dignité jusqu'à Hélène, s'arrêtant à ses côtés comme un gardien. Le collier spécial, qu'ils avaient préservé tout au long du voyage, brillait doucement sous les lumières fluorescentes. Antoine eut une inspiration soudaine. « Docteur Hartwell, dit-il rapidement, pourriez-vous vérifier la date des documents, de brevets qu'il présente ?» L'océanographe britannique, percevant son intention, feuilleta rapidement les papiers que l'exécutif avait laissés sur la table. « Tous datés d'il y a 3 semaines, confirma-t-elle. Antoine sourit et montra le collier de Kaiser. La recherche originale du docteur Dubois, avec des tampons numériques et une certification temporelle, est stockée dans ce dispositif depuis plus de 6 mois, avant même qu'Aquatech ne sache son existence. L'exécutif pâlit visiblement. Hélène, comprenant la stratégie, connecta rapidement le collier à un ordinateur proche. Une série de fichiers apparut à l'écran, chacun avec des métadonnées claires montrant les dates de création et de modification, toutes antérieures au prétendu brevet d'Aquatech. De plus, ajouta Hélène, retrouvant sa confiance, « Je n'ai jamais travaillé pour Aquatech. J'ai refusé de multiples offres d'emploi parce que j'étais fondamentalement en désaccord avec leurs politiques environnementales. » Une scientifique indienne, lors de la visioconférence, prit alors la parole. « Nous avons des registres de correspondance entre le docteur Dubois et notre institution datant d'il y a 8 mois, discutant des principes théoriques de cette même technologie. Un à un, des scientifiques de différents pays confirmèrent des contacts préalables, des échanges d'idées, des discussions théoriques, toutes antérieures à toute implication d'Aquatech. La preuve était accablante. L'exécutif de la corporation, réalisant qu'il avait perdu cette bataille, recula avec une dernière menace voilée. « Ce n'est pas fini. Nos avocats prendront contact. » Mais il était trop tard. La technologie avait été présentée au monde scientifique. Des dizaines d'institutions respectées demandèrent déjà l'accès aux détails pour la mise en œuvre et les tests. Internet serait bientôt rempli de discussions sur le potentiel révolutionnaire de la technologie du bois pour nettoyer les océans et fournir de l'eau potable aux communautés dans le besoin. Quand la conférence se termina finalement, la station explosa en célébration. Des scientifiques embrassaient Hélène, caressaient Kaiser, félicitaient Antoine et Joachim pour leur rôle crucial. Le docteur Hartwell annonça que la station offrirait une protection continue pendant que les aspects légaux seraient résolus, et qu'elle avait déjà contacté des organisations de défense des droits humains et de l'environnement pour renforcer le cas d'Hélène. Cette nuit-là, alors que la station s'apaisait progressivement, Antoine trouva Hélène sur la plateforme d'observation extérieure, regardant l'océan illuminé par le clair de lune. Kaiser dormait paisiblement à ses pieds, enfin libéré du poids d'être le gardien de la recherche révolutionnaire. « Finalement, nous sommes revenus à la mer, » dit Antoine, s'arrêtant à ses côtés, leurs épaules se touchant presque. Hélène sourit, un sourire sincère de soulagement et d'espoir. « L'endroit où tout a commencé, où vous avez trouvé Kaiser, où nos vies ont changé pour toujours. Vous avez réussi, » dit-il simplement. « Votre technologie va changer le monde. » « Nous avons réussi, » corrigea-t-elle, se tournant pour lui faire face. « J'aurais été capturé, ou pire, sans vous. Sans votre courage, votre détermination, votre connaissance de la mer. » Antoine sentit son cœur s'accélérer quand elle s'approcha un peu plus. « Et maintenant, qu'est-ce qui attend la célèbre docteur Dubois ?»« Beaucoup de travail, » répondit-elle avec un soupir. « Mise en œuvre, test à grande échelle, formation des communautés locales pour utiliser la technologie indépendamment. » Elle fit une pause, ses yeux cherchant les siens. « J'aurais besoin de quelqu'un qui connaît l'océan comme personne. Quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance. »
Antoine ne put contenir le sourire qui se répandit sur son visage marqué par le soleil et le temps. « Je connais un vieux pêcheur qui pourrait être disponible pour le poste. » Hélène rit, un son cristallin qui sembla danser sur les vagues. « Il accepterait de travailler avec une scientifique têtue qui attire les problèmes partout où elle va? Je crois qu'il l'a déjà prouvé, » répondit Antoine, son regard s'adoucissant. « En fait, je crois qu'il ne pourrait pas imaginer la vie autrement maintenant. » Le silence qui s'ensuivit fut rempli seulement par le son doux des vagues contre la plateforme et par la respiration tranquille de Kaiser, qui rêvait, peut-être, de courses sur la plage et de plongeons dans l'océan cristallin que sa gardienne humaine aiderait à créer. Quand Hélène finalement bougea, ce fut pour combler la petite distance entre eux, ses doigts rencontrant ceux d'Antoine, s'entrelaçant naturellement, comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. Et ainsi, sous le ciel étoilé, avec le vaste océan comme témoin, un nouveau commencement prit forme. Un pêcheur solitaire qui avait trouvé bien plus qu'un chien en mer. Une scientifique brillante qui avait découvert que les équations ne peuvent pas être résolues avec la seule logique. Et un berger allemand fidèle qui avait uni deux mondes, apparemment distincts dans une mission qui sauverait non seulement l'océan, mais aussi ses gardiens réticents. L'aube arriverait en quelques heures, apportant un nouveau jour plein de défis, de batailles légales, de travail acharné pour mettre en œuvre la technologie qui purifierait les eaux du monde. Mais pour l'instant, dans ce moment parfait entre la nuit et le jour, il n'y avait que la paix. Il n'y avait que l'espoir. Il n'y avait que la certitude qu'un simple acte de compassion, un homme sauvant un animal en danger, pouvait, en effet, déclencher des vagues de changement capables d'atteindre les plages les plus lointaines de l'avenir de l'humanité.